Bonjour à tous, du coup je me présente, je suis Fabien Lauder, donc le Practice Leader Linux embarqué de technologie et stratégie. Aujourd'hui je vais vous parler de Linux, donc c'est une introduction à Linux, ça va être très basique, très simple, juste pour que justement les gens puissent comprendre ce que c'est Linux, parce que je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler, surtout s'ils m'ont rencontré, j'ai dû les bassiner avec ça, mais du coup sans forcément comprendre ce qu'il y a derrière. Je vais vous parler des systèmes d'exploitation, donc operating system en anglais. Qu'est-ce que c'est un système d'exploitation? En fait, c'est un logiciel de bas niveau qui permet de faire le lien entre le hardware, donc le matériel, une carte électronique, donc typiquement une carte mère, un processeur, de la RAM, et une application. Donc ça peut être votre application bancaire ou un navigateur web, Netflix, je ne sais quoi. Ce système d'exploitation, lui, va être en charge de faire fonctionner des applications qui vont être génériques, qui vont marcher sur plusieurs matériels différents et d'adapter avec des API relativement génériques les appels aux différents périphériques. Donc ça va être gérer tout ce qui est la mémoire, le contrôle, le stockage, le réseau, tout ce qui va être graphique. Il va gérer la gestion de la mémoire aussi au niveau des applications et gérer les différentes tâches. Parce que souvent, notre ordinateur, on a plusieurs applications. Donc ça peut être le Word et le Outlook qui vont fonctionner en même temps. Donc ces deux applications, du coup, le système d'exploitation va être en charge de dire qui est utilisé à quel moment et qui a droit à quelles ressources. Donc voilà, donc son but c'est vraiment de faire l'abstraction du hardware et d'offrir gérer ce matériel pour un ensemble d'applications. Alors souvent, il y a le code des applications du coup, donc utilise directement le matériel et le système d'exploitation, lui, va être utilisé pour certains besoins. Voilà, donc le code, lui, va tourner donc, sur le hardware, mais donc sur le processeur, mais du coup, quand il va avoir besoin d'autres fonctionnalités du système, et du coup, il va faire appel à un système d'exploitation. Je simplifie voilà, volontairement. Et du coup, le système d'exploitation, c'est quelque chose qui peut être utilisé vraiment voilà, pas seulement sur son ordinateur portable pour travailler, mais on peut en avoir un peu partout, notamment dans les téléphones. Je vais vous présenter quelques exemples du coup qui devraient parler à tout le monde. Le premier, donc tout le monde reconnaît le magnifique écran de Windows sur lequel qu'on utilise tous au quotidien vu que c'est ce qui est fourni par la boîte. Donc système d'exploitation très connu qu'on utilise tous, hein. Un peu moins connu, donc ça c'est moi mon autre machine sur laquelle je travaille, donc un système basé sur Linux, donc c'est une Ubuntu. Le système d'exploitation des ordinateurs Apple, donc macOS, mais également du coup on va avoir ici Android, donc qui va être un système d'exploitation aussi également basé sur Linux du coup. Donc ça c'est peut-être là où les gens le savent un peu moins qu'ils utilisent Linux sans forcément le savoir. Et iOS du coup en est un autre exemple. Donc voilà, c'est des exemples normalement que tout le monde connaît et, euh, et à utiliser au cours de sa vie. Donc tout le monde utilise des systèmes d'exploitation. Du coup avec quelques logos, donc comme je vous disais, donc il y en a Windows qui est un système d'exploitation, macOS, iOS. Du coup d'autres un peu plus exotiques, moins connus, donc BSD qui est un système d'exploitation qui est libre et gratuit. Android, du coup, qui est très utilisé, que ce soit sur les télévisions, les smartphones, dans le monde automobile également, sur les tablettes de navigation. Ubuntu, Debian et Red Hat, qui sont des distributions Linux, voilà, qui sont donc des systèmes d'exploitation basés sur Linux. Au niveau de la part de marché, parce que du coup, on a des systèmes d'exploitation, c'est bien, mais voilà, moi je vous parle de Linux, je dis à tout le monde Linux c'est génial, mais ça représente quoi? Alors, les parts de marché, c'est très compliqué d'en parler, parce qu'en fait, si on se base sur les stat counters, donc grosso modo, c'est les visites qui sont faites sur les sites web, on va voir que ce qui va être utilisé majoritairement, donc ça va être la ligne en haut, ça va être de l'Android, suivi de Windows,
suivi du coup de l'iOS, suivi de l'OS X, donc de macOS. Donc on a également du unknown, donc pour vous dire que voilà, et Linux arrive en dessous à quelques pourcents. Et donc, bon, à première vue, vous pourriez me dire, ok, part de marché, on est dans une niche, personne l'utilise, est-ce que ça sert vraiment? Alors, là, on est en train de parler du coup des statistiques de part de marché au niveau des navigateurs web, donc sur de la connexion à Internet, sachant que du coup, bah, c'est très compliqué dès qu'on part sur des usages qui sont vraiment différents et personnalisés, on va avoir des statistiques très différentes. Par exemple, si on parle des supercalculateurs dans le monde, donc les 500 plus puissants supercalculateurs tournent tous, sans exception, sous Linux. Donc on voit déjà que dans certains domaines, Linux commence à être intéressant et du coup offre de certaines possibilités. Quand on essaie de se connecter à un site web, bah, du coup la plupart des gens utilisent donc l'Android tout sauf du Linux. Par contre, on se rend compte que la plupart des systèmes d'exploitation, des serveurs sur lesquels sont stockés ces fameux sites web qu'on consulte, à 62%, c'est du Linux qu'il y a derrière, donc avec différentes distributions. Selon les chiffres qu'on veut bien prendre, Linux est plus ou moins important, et on se rend compte qu'il y a quand même un marché important, sachant que là-dedans, il y a une autre donnée qu'on ne peut pas donner parce que c'est inquantifiable, il n'y a pas de données sur le sujet, c'est sur les systèmes embarqués. Au niveau des systèmes embarqués, personne n'est capable de dire la part de marché du Linux par rapport à des systèmes d'exploitation, ça va être assez rapide parce que ça va être majoritairement lui ou iOS sur du smartphone. Mais donc Linux souvent, parce que du coup Android, faut savoir aussi c'est du Linux, donc du coup bon, c'est un peu biaisé les stats, sachant qu'Android est basé sur Linux. Et du coup voilà, donc on voit bien qu'il y a quand même un intérêt, notamment dans tout ce qui est système d'exploitation pour des besoins spécifiques. On va être davantage amené à utiliser Linux. Là où on va trouver dans les systèmes embarqués du Linux, donc là où c'est peu quantifiable, on va voir ici, donc ça c'est un projet sur lequel j'ai travaillé moi, c'est un moniteur cardiaque portable. Donc voilà, là-dessus, donc on est basé 100% sur du Linux là-dessus. On a travaillé également sur des projets pour des panneaux d'autoroute, panneaux d'affichage du coup, où on avait un Linux derrière qui permettait de gérer l'affichage des différents panneaux. Tout le monde ne connaît pas, mais en fait, dans notre quotidien, on y est confronté. Donc notamment Tizen, qui est le système d'exploitation utilisé par les TV Samsung, notamment, donc qui est basé également sous Linux. Les montres connectées, alors qui ne sont pas toutes, du coup, mais voilà, il y a beaucoup l'utilisent et il y a des alternatives open source aussi qui permettent d'avoir des systèmes d'exploitation open source sur une bonne quantité de montres du commerce. La fameuse Freebox, mais aussi l'Orange Box et toutes les box Internet qu'on va avoir chez nous, en grande majorité sont basées sur du Linux parce que niveau réseau ils sont plutôt forts. Du coup après la fameuse ferme de serveurs ou voilà quoi, les fameux data centers, donc soit des supercalculateurs ou des infrastructures permettant d'accueillir des sites web type Amazon, Google ou je ne sais quoi, qui vont être basés sur Linux. En fait, sans forcément que les gens sachent vraiment ce que c'est dans notre quotidien à tous. Linux, ça a été créé en 1991 par un Suédois qui s'appelle Linus Torvald. Du coup, c'est un remplacement de Unix. Donc Unix, c'est un système d'exploitation qui existait avec certains préceptes, mais qui était payant à l'époque. Donc du coup, lui ne voulant pas payer la licence, il a recodé un système d'exploitation libre de droit. Donc ce système d'exploitation de Linux, en fait, il est libre et open source. Qu'est-ce que ça veut dire? Libre, ça veut dire qu'en fait, on peut l'utiliser gratuitement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrepartie financière, il n'y a pas de licence à payer comme ça pouvait être le cas à l'époque sous Windows. Je crois que c'est même plus le cas maintenant sous Windows, même eux, je suis même plus sûr qu'ils fassent payer les licences, mais voilà. Donc du coup il n'y a jamais eu de licence dessus, surtout que c'est open source, ça veut dire que Linux, on peut récupérer le code source
et l'installer soi-même sur son ordinateur. Voilà, on peut le compiler. Ce qui n'est pas possible par exemple avec Windows. Vous ne pouvez pas récupérer le code source de Windows pour compiler votre Windows et le modifier à votre guise. C'est juste pas possible. Voilà, parce que Microsoft garde les sources en interne. Voilà, c'est un choix, une politique de société qui permet d'avoir le code source disponible. Et l'avantage quand le code source est disponible, c'est qu'on peut facilement le modifier, l'adapter pour différentes plateformes. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu un engouement pour Linux dans le monde de l'embarqué, du serveur et de tout ce qui était spécifique. C'est parce que du coup, on pouvait vraiment venir customiser son système d'exploitation pour qu'il fit vraiment les besoins de notre projet, quel qu'il soit. On peut vraiment optimiser, par exemple la stack réseau, si on veut l'optimiser, c'est possible sous Linux. Sous Windows, on ne pourra pas le faire, tout simplement parce qu'on n'a pas les sources. Donc c'est distribué donc sous la licence GPL v2. Donc ça, du coup, c'est une licence spécifique, les droits selon lesquels on peut utiliser le code source de Linux, hein, c'est-à-dire, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais grosso modo, on peut utiliser Linux, on peut le modifier. La seule chose qui est demandée, c'est que si on le modifie et qu'on le fournit ou qu'on le vend à quelqu'un, on est obligé de fournir le code source avec. Linux, du coup, c'est pas un système d'exploitation complet. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un peu délicat quand on parle de système d'exploitation Linux. En fait, Linux, c'est vraiment un noyau de système d'exploitation. Le noyau du système d'exploitation, c'est vraiment la partie dont je vous parlais tout à l'heure qui va vraiment faire le lien entre le hardware et les applications. Mais le problème, c'est que Linux, lui, il va vraiment initialiser le hardware. On va dire que des logiciels complémentaires prennent la relève pour initialiser le système et le rendre utilisable avec les applications. Il ne peut pas être utilisable tout seul, sinon une fois si on utilise Linux tout seul, à la fin il arrive, du coup j'ai pas réussi à trouver le fichier d'initialisation et du coup j'arrête. Et je ne fais rien, j'attends que quelqu'un me dise de faire quelque chose. Et souvent du coup on va parler de distribution Linux, et voilà, qui vont être du coup des distributions donc qui vont être basées sur Linux, donc qui vont utiliser ce fameux noyau Linux, mais qui vont avoir tout un ensemble de logiciels complémentaires et de configurations qui vont donner naissance donc à des distributions donc telles que Debian, Ubuntu, Red Hat, qui sont des distributions génériques. Alors peut-être que les noms ne vous disent rien, c'est fort possible d'ailleurs parce que c'est quand même assez spécifique. Et ensuite, il y a aussi d'autres distributions que l'on peut créer nous-mêmes avec des outils tels que Octobuildroot, OpenWRT, qui permettent de créer nos propres distributions basées sur Linux. Et un des points importants aussi de Linux, en plus du fait d'avoir le code source ouvert, du coup, il est supporté parce que du coup, des gens ont apporté le support pour plusieurs architectures. Donc ça veut dire qu'il va non seulement marcher sur des processeurs Intel x86, mais il va aussi marcher sur des processeurs ARM, sur des MIPS, sur du RISC. Et voilà, donc il y a vraiment beaucoup de support hardware, et pas seulement sur les architectures, mais également de beaucoup de périphériques qui sont dont les drivers sont développés et ajoutés au noyau, et qui font que au final, moyennant une petite configuration, on arrive avec un système plug and play qui va plutôt bien fonctionner. Voilà. Même si parfois il y a quand même quelques petits... Voilà. À condition d'avoir le driver qui existe. Et ça, c'est pas forcément toujours le cas. Voilà. Et du coup, il est aussi configurable, no Unix, parce que c'est du coup, il a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de drivers, il supporte beaucoup de matériel, mais tout n'est pas forcément voulu. On veut pas avoir un kernel qui est capable de supporter toutes les architectures et toutes les fonctionnalités. Par exemple, si on ne fait pas d'IPv6 quand on fait du réseau, on veut être capable de pouvoir le supprimer, ou au moins de ne pas le rajouter. Et donc du coup, on va pouvoir venir configurer lors de la compilation de notre noyau Linux, pour lui dire, donc avec une toolchain et une configuration, on va pouvoir lui dire du coup tu vas marcher pour telle architecture et avec telle et telle fonctionnalité et tel driver. Donc voilà, donc ça va être vraiment customisable, et c'est ce qui nous permet d'avoir des systèmes d'exploitation vraiment qui matchent à nos besoins. Je vais quand même parler des composants principaux qu'on va retrouver dans une distribution Linux, quelle qu'elle soit, donc que ce soit générique ou vraiment customisée. On va commencer déjà par un bootloader, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que Linux, par principe, n'est pas capable de démarrer de lui-même. On peut pas, le matériel, on peut pas dire charge Linux, tout simplement parce que c'est un système complet et complexe, et du coup qui prend pas mal de taille.
Donc on est souvent à plusieurs mégaoctets, et souvent les premières mémoires pour charger les premiers programmes sur des machines, du coup, ils demandent d'être beaucoup plus légers. Donc souvent on va passer par ce qu'on appelle un bootloader. Sous Linux ça va être Grub pour toute la partie x86, donc tous les PC portables et PC fixes et serveurs, on va avoir du Grub. Majoritairement du U-boot sur les systèmes embarqués, potentiellement aussi du Barebox, mais c'est un peu plus rare. Voilà, donc c'est différents bootloaders qui vont permettre en fait tout simplement d'initialiser le système de manière minimale, initialiser la RAM, et une fois que la RAM est chargée, du coup le bootloader va prendre le noyau Linux sur le support de stockage où il est, donc ça peut être un disque dur, ça peut être le réseau ou je ne sais quel autre support de stockage, et il va venir mettre justement notre noyau Linux dans la mémoire RAM, et à partir de là, une fois qu'il va être copié, il va dire, donc le processeur va sauter à l'endroit où sera copié le noyau Linux, et à partir de là, le bootloader cesse d'exister et le noyau Linux va commencer sa vie et à initialiser tout le système, voilà, hormis la RAM qui aura déjà été initialisée par le bootloader. Donc lui, il va initialiser les périphériques, tout ce qui est du Ling, gestion de la mémoire, de la MMU et tout ça. Et une fois qu'il a fini de faire ses premières phases d'initialisation, il va chercher un init manager. Donc les init managers, on va en avoir différents qui existent, alors la liste n'est pas exhaustive. Donc System 5 qui va être le système d'init, on va dire old school, mais qui existe depuis très longtemps, qui est très simple à prendre en main, donc c'est l'avantage. Voilà. Après c'est un peu archaïque, on fait pas grand chose avec, ou c'est très compliqué et pas optimisé, mais c'est fiable. Derrière, on a eu différentes alternatives, que ce soit OpenRC ou systemd. Alors systemd qui est devenu le standard maintenant, donc qui est beaucoup plus complexe à prendre en main, mais qui vraiment va venir initialiser le système de manière complète, qui va monter des disques durs, des interfaces réseau, qui va venir personnaliser, gérer des sessions, monter des interfaces graphiques, et tout ça en utilisant des technologies et beaucoup de librairies du monde de l'open source et lié aux distributions Linux, et du coup il est bien intégré. Voilà, le seul défaut c'est qu'il dépend d'une libc assez un peu volumineuse, et que du coup et on peut pas l'utiliser avec d'autres libc, et OpenRC est une version un peu plus light, mais voilà, qui permet quand même d'avoir du lancement en parallèle, parce que du coup systemd est capable de lancer des démarrages de processus ou de démons en parallèle, ce que pouvait pas faire System 5, et OpenRC peut le faire également, mais est un peu moins poussé que systemd, et un peu plus dans la philosophie par contre Unix et POSIX du coup. Donc une fois que ce système d'init est démarré, du coup à son tour, donc lui va démarrer des applications, donc des démons, donc ça peut être un serveur web, un serveur FTP, un serveur graphique, voilà, ça peut être tout un tas de logiciels nécessaires au système pour avoir notre interface graphique, nos connexions réseau et tout, alors qui vont se baser eux-mêmes sur des librairies. Et donc du coup ces librairies, ça va être principalement donc la libc, donc du coup qui est une lib qui permet d'utiliser on va dire tous les appels système du langage C. Donc il y a beaucoup de facilité pour des fonctionnalités de base d'un système en C. Voilà. Va y avoir des libs type SSL qui permet de faire du chiffrement, des bus qui permettent de faire de la communication entre des processus, donc entre différentes applications, des processus, applications. À peu près, on va dire qu'à ce niveau-là, on est à peu près sur la même chose. Les threads, du coup, qui vont nous permettre dans une application d'avoir plusieurs fils d'exécution en parallèle. Donc ça veut dire que pendant que on a une partie du programme qui communique avec le réseau, on peut en avoir une autre qui va faire de l'affichage, etc. Et ouais, du libwayland pareil, donc ça c'est pour tout ce qui est affichage graphique, pour communiquer et créer des fenêtres, ce genre de choses. Et voilà, et après donc des librairies, on va en avoir beaucoup. C'est sur toutes ces librairies du coup qui vont être partagées entre les différents programmes. Et c'est là-dessus qu'on va avoir donc des applications système qui vont nous permettre de faire fonctionner notre système en tant que tel, vraiment en tant que voilà, gestion, non pas métier de ce qu'on veut faire avec notre machine, mais de la gestion de la machine
Donc ça, c'est les applications qui vont permettre de gérer la machine et de la configurer. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est des applications utilisateurs et personnalisées, où là, du coup, là, on va faire vraiment ce pourquoi est dédié à la machine. Donc ça peut être, donc là, je vous ai mis des exemples. Donc j'ai Edit, l'éditeur de texte, j'ai ST Launch, un outil qui permet de lancer des flux audio-vidéo et de travailler sur des différents flux multimédia, et des applications. Après, il y en a tellement que je vous en ai pas mis plus, parce que ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être un éditeur web, ça peut être un éditeur de texte avancé comme Visual Studio, voilà, ça peut être tout n'importe quoi. Voilà, donc ça, c'est différents composants qu'on retrouve dans une distribution Linux. Donc quelle qu'elle soit, on va retrouver à peu près tout le temps les mêmes composants. Alors ce ne sera pas toujours les mêmes installés sur les différentes distributions, et c'est ça qui va faire la spécificité de chacune des distributions. Voilà, donc sur les distributions, donc c'est là où je vais vous parler de deux types de distributions qui vont exister sous Linux. Donc la première, qui va être un type de distribution vraiment générique, et donc du coup, distribution générique, ça va être quand je vous parlais tout à l'heure de Debian, Red Hat, SUSE. Donc voilà, toutes ces distributions ou peut-être les Raspbian, pour ceux qui ont fait un peu d'embarquer sur Raspberry Pi, qui sont des distributions qu'on va télécharger, on les installe, donc souvent il y a un installeur, et hop, ça marche, on a un environnement graphique qui fonctionne. Et du coup, on va pouvoir faire des tests, télécharger des paquets, installer des applications, ce genre de choses. Donc ça, souvent, ces distributions génériques, en fait, elles sont créées par justement l'équipe en charge de la distribution. Donc ça, c'est un groupe de personnes qui s'autoproclament, qui font une distribution, et voilà, après c'est aux consommateurs de distribution d'aller voir ou pas. Donc c'est distribué sous forme de binaire. Donc là, du coup, on n'a pas du tout accès alors on n'a pas accès au code source en tant que tel. On peut y avoir accès, parce que du coup, du fait des licences, souvent ils sont obligés de le fournir. Mais voilà, le but, c'est plutôt que de dire aux gens construisez votre distribution Linux, nous on va vous en fournir une qui existe déjà. Comme ça, c'est plus rapide à l'utiliser, et vous allez pouvoir utiliser nos binaires, et ça va marcher. C'est déjà testé, et du coup, tout va fonctionner comme vous voulez. Donc du coup, sachant qu'il va falloir quand même que ce soit configuré par l'utilisateur final. Donc ça, c'est quand on va avoir un installeur, par exemple, on va nous dire comment on veut partitionner notre disque, quelle interface réseau on veut utiliser, c'est quoi la clé du Wi-Fi, c'est quoi le nom de l'utilisateur. Et puis après, on peut pousser à je vais installer un serveur web, je vais éditer la configuration, ce genre de choses. Donc souvent dans ces distributions génériques, il y a beaucoup de packages qui sont disponibles. Donc les packages, c'est ça peut être des programmes, des librairies, donc ça va être des composants logiciels qu'on va venir à installer. Donc du coup, voilà, chaque fois qu'on va vouloir installer, je ne sais pas, par exemple un éditeur de texte, on va installer Gedit, et du coup, lui va venir récupérer les binaires qui sont pas déjà sur le système d'exploitation, il va venir les récupérer et les ajouter. Donc l'avantage de tout ça, c'est que du coup, au niveau time to market, on est rapide, parce que ça veut dire que on a un matériel en notre possession, on va chercher une distribution qui est compatible, et du coup, vu que cette distribution elle est compatible, on l'installe, et derrière, une fois que l'installation est terminée, on est donc en général, ça va nous prendre un quart d'heure à quelques petites heures en fonction de la configuration, mais grosso modo, on a un système qui va être fonctionnel. Alors après, est-ce qu'il va faire exactement ce qu'on veut avec les performances qu'on veut et tout ça? C'est une autre question. Mais justement, là, le but, c'est d'avoir quelque chose de générique qui va fonctionner pour tout le monde. Et voilà, on s'embête pas, on a un hardware et on fait fonctionner dessus. Et à côté de ça, on a un deuxième type de distribution Linux qui va être ce qu'on appelle des distributions custom personnalisées. Donc où là vraiment, c'est vraiment nous, c'est ce qu'on fait dans notre travail, on va venir créer en fait à l'aide d'outils nos propres distributions. Donc là, l'intérêt, là, à première vue, on peut se dire, c'est con, il y a des distributions qui existent. Du coup, pourquoi on va construire la nôtre? Parce que le fait d'avoir une distribution générique, ça a comme inconvénient que du coup, on ne maîtrise pas ce qu'il y a dessus. Donc, comme je disais, on ne maîtrise pas les performances, mais on ne maîtrise pas non plus tous les services qui sont installés dessus. Donc, typiquement, on ne maîtrise pas les failles de sécurité qui pourraient être présentes dans certains logiciels qu'on n'utilise pas. Et on a des performances, donc du coup certains logiciels qu'on n'utilise pas peuvent prendre de la ressource, et du coup ça fait qu'il y en a moins pour nos applications qui potentiellement, je prends le cas par exemple des supercalculateurs, le but d'un supercalculateur, c'est pas d'avoir
un navigateur web qui va regarder sur YouTube toutes les 5 minutes s'il y a une vidéo d'un chat qui est sorti, quoi. Donc le but c'est vraiment, non, j'ai mon calcul à faire, je le fais, mon CPU est au maximum dédié à ça. Donc déjà, on va voir qu'on va pouvoir personnaliser grâce à des outils, en fait, nos propres distributions. Et là, au lieu d'avoir tout un ensemble un installateur et tout un ensemble de binaires qu'on va venir prendre comme du pain béni, ben là, souvent ça va être basé sur des fichiers de source dans lesquels on va décrire la distribution Linux que l'on veut. Et du coup, on va pouvoir vraiment customiser et avoir un système d'exploitation qui va être fait sur mesure et qui ne fera rien d'autre. Et donc là, on va vraiment maîtriser ce qu'on veut, et c'est souvent très intéressant dans des systèmes embarqués, notamment pour la performance. Alors ça l'est de moins en moins parce que les systèmes sont de plus en plus performants, mais on a aussi de plus en plus besoin de ressources. Parce que du coup, par exemple, si on veut faire de l'IA, moi je sais qu'il y a des cartes Nvidia qui ont des gros GPU, qui ont beaucoup de ressources, mais dès qu'on veut faire du calcul et voir de l'entraînement de réseaux de neurones et tout ça, on se rend compte que la carte, au final, si elle est un peu trop chargée, elle est plus capable de le faire. Il faut retourner sur un vieux PC. Sur un vieux PC. Sur un vieux PC avec une grosse carte graphique qui bourrine. Donc du coup, voilà. On a vraiment des besoins par moment où on veut vraiment avoir un environnement spécifique. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a les outils donc type Yocto. Donc ça, peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est ce qu'on utilise majoritairement nous ici à TNS, mais également Buildroot, OpenWRT ou LFS. Alors là, LFS c'est vraiment, pour les puristes, là c'est vraiment récupérer toutes les sources à la main et tout recompiler à la main. Là où par exemple on a Yocto, Buildroot, OpenWRT qui sont des outils qui nous permettent d'automatiser la création de distributions Linux, et du coup on va juste venir configurer certains fichiers pour venir créer notre distribution avec les versions qu'on veut et les fonctionnalités que l'on souhaite pour notre distribution. On aura vraiment les sources et non pas des binaires, et c'est nous qui allons créer les binaires pour justement venir flasher souvent les cartes de nos clients. Donc j'en ai fini avec la présentation générique de ce qu'était Linux. Alors j'espère que vous avez compris à peu près de quoi il retourne. Là maintenant je vais parler un peu plus du coup de ce que nous on fait concrètement au sein de la practice, parce que le but c'était d'introduire un petit peu Linux, que ce soit un peu plus clair, donc j'espère que ce sera le cas, de ce que c'est, mais également de ce que nous on fait en tant que practice Linux et ce en quoi on peut vous aider au quotidien. Parce que nous notre but c'est quoi? Donc c'est d'aider les services des ventes, donc comme le commerce, pour avoir des nouveaux projets, donc que ce soit donc time and material, donc en AT. Donc ça peut être aider soit quelqu'un qui connaît pas une technologie mais qui aimerait rentrer chez un client qui connaît pas cette technologie, qui est lié à du Linux, du coup on peut venir aider, le former, lui en parler, commencer à dégrossir un peu le sujet. Ça peut être également valider ou pas un candidat. Est-ce que ce candidat peut aller travailler chez parce qu'il sait faire du C, il sait faire ci, il sait faire ça. Est-ce que ça match avec ce que demande le client? Voilà, donc on peut aider là-dessus. On peut également, quand les clients ont des besoins, faire des centres de services, tout simplement pour prendre le besoin ici. Donc on a un besoin, un projet, pas forcément très bien défini, et du coup nous on va mettre chez nous des compétences. Donc on va faire potentiellement monter des gens en compétences sur notre domaine Linux et utiliser nos experts que l'on a, qui sont très doués, pour justement venir créer des équipes qui vont permettre de répondre aux besoins des clients, même s'ils ne sont pas bien définis. Et là on va venir les aider à potentiellement architecturer, et ça va être un format un peu plus flexible, dans le sens où on va pouvoir évoluer au fur et à mesure. Et après sur les projets au fixed price, où du coup on a un client qui arrive avec un cahier des charges, c'est grosso modo j'ai une carte électronique, j'ai une application, je veux un système d'exploitation pour faire tourner mon application, et là du coup on leur dit du coup ça coûte tant, et nous on va venir chiffrer justement tout ça, tout ce qu'il y aura besoin. Donc ça va être toute la partie BSP, donc qui va être la partie de gestion du hardware par le noyau Linux,
et derrière après les services bas niveau pour qu'ils fassent fonctionner leurs applications. Donc on va venir chiffrer tout ça, éventuellement aider le client si le cahier des charges n'est pas correct. Voilà, donc au niveau des ventes, on peut aider sur ces sujets-là. Au niveau ressources humaines, du coup, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est les checks techniques, valider les candidats, donc, et voir aussi l'évolution potentielle des gens. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on veut faire du Linux qu'on peut faire du Linux. C'est aussi, voilà, il faut se donner les moyens, c'est quelque chose, ça marche une niche. Il n'y a pas de formation pour ça, donc forcément, c'est compliqué. Donc voilà, c'est souvent, voilà, quand il y a une grande motivation, on y arrive. Mais bon, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, et donc nous, voilà, on peut aider les HR et les ressources humaines justement pour faire le check technique et valider des candidats. On a pour but aussi d'aider quand il y en a des développeurs juniors qui arrivent chez nous. Voilà, on a des petits projets en interne que je vous présenterai après pour essayer de les. Enfin, pour essayer, même pour les faire monter en compétence, parce que ça, c'est quelque chose qui marche quand même plutôt bien. Enfin, qui a très bien marché en tout cas, parce qu'on a plusieurs exemples de personnes qui sont en stage, soit ont été embauchées sans forcément avoir de notion de Linux, mais qui étaient très intéressés, qui nous ont rejoints, et au bout de quelques mois de formation sur les projets, du coup, sont devenus des développeurs Linux aguerris, et qui maintenant, mais qu'on a du mal même parfois à revoir dans les équipes tellement ils sont demandés. Ça marche quand même pas mal, et c'est vrai que les gens qui passent par chez nous, par ces équipes-là, ouais, sont quand même bien formés, et voilà, je trouve montent en compétences, et ouais, dans le marché du travail, on arrive à trouver quand même pas mal de missions. Autre sujet du coup, donc l'académie Linux embarquée, donc du coup, du fait de ce training, donc des petits projets sur lesquels on avait tendance un peu à chaque fois à réexpliquer tout le temps les mêmes choses. Donc du coup, on se lance sur l'académie. Alors je dis on se lance parce que du coup, pour le moment, il y en a qu'un qui est en cours. Je sais pas encore s'il est sorti. Il y a un premier sujet qui est sorti, et du coup, il faut qu'on arrive à le lancer. Après, on a peut-être quelques petits sujets annexes, mais sous forme de mini-conférence. Et voilà. Et là, le but, c'est aussi nous, dans cette académie, de faire en sorte d'avoir du contenu pour que les gens qui ont envie justement de progresser dans le domaine et venir travailler dans ce sujet, plutôt que de les réexpliquer, parce que moi je pense qu'il y a des choses que j'ai dû dire à peu près 72 fois à 3 personnes différentes, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne, mais une vidéo pourrait le faire mieux que moi. Parce que du coup, genre, il y aurait vraiment la même chose qui serait dit souvent à différentes personnes. Et donc, du coup, le but de l'académie, ce serait vraiment que les choses voilà, les connaissances de base puissent être promulguées à toute personne qui nous rejoigne. Voilà. Et après, du coup, on a des petits projets open source qui sont en développement. Donc, bon, on repasse en stand-by en ce moment. Voilà, mais il y en a quelques-uns du coup, que je vais vous présenter un peu plus tard. Du coup. Je vous en parlerai plus tard. Voilà, mais on a quelques petits projets sur lesquels on travaille. Voilà. Et sachant que également, on a nos projets à nous, ça nous arrive aussi de travailler et de faire des contributions sur des projets open source. Alors moi, sur le Noyau Linux, par exemple, moi j'en ai déjà fait par le passé. Sur Yocto, qui est Build System, LibUSB, voilà, on a plusieurs. Il y a des moments quand on rencontre des bugs ou des fonctionnalités qui sont pas là dans les projets open source, on est capable de les soumettre, et donc c'est des choses que l'on fait également. Et qu'est-ce qu'on fait pour nos clients du coup? Donc là, je pars un peu plus sur ce qu'on sait faire techniquement. Nous, on fait de l'intégration de distribution Linux. Donc, en fait, on va prendre des différents composants open source, le noyau Linux, un bootloader, les librairies. On va tout mettre dans nos outils, donc principalement Yocto, Buildroot. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les outils principaux qu'on utilise. Et en fait, à partir de ça, donc en tant qu'intégrateur, on va prendre les différents composants, les mettre ensemble et avoir un système qui va fonctionner. Ça, c'est une des premières tâches que l'on fait. Ensuite, là-dessus, souvent, il y a des clients qui créent leur propre carte électronique. Donc, du coup, qui dit propre carte électronique dit qu'il faut adapter, qu'il faut créer un support pour que le noyau Linux, il sache, parce que dans la communauté, dans les sources de Linux de base, par défaut, ils ne savent pas que y a comment marchent toutes les cartes électroniques du monde qui sont pas encore définies. Donc du coup, nous, on vient faire cette configuration là. On peut faire du développement de driver,
Donc la configuration du kernel et aussi donc ce que la création de device tree. Donc ça c'est dire vraiment comment sont faites les cartes électroniques. Vous pouvez faire de la modification de bootloader, configuration et optimisation du système de base on va dire, donc du système d'exploitation, développement C, Shell, Python, C++. Donc nous c'est vraiment le genre les langages sur lesquels on travaille au sein de l'équipe Linux. On tourne à 99% là-dessus. Peut-être un peu de Rust qui pourrait venir bientôt, ça pourrait être pas trop mal, mais bon, à voir. Et voilà, on fait aussi pas mal de cybersécurité parce que du coup, c'est vrai que peut-être une des choses dont j'ai pas trop parlé, c'est les avantages Linux, c'est du coup la stack graphique, mais aussi la stack réseau. Donc du coup, c'est une exploitation qui est connectée, et qui dit connecté dit cybersécurité. Et du coup, qui dit cybersécurité, dit des normes et tout le monde qui s'affole, parce que forcément, si on est connecté, on est vulnérable. Et si on est vulnérable, il faut mettre les moyens pour ne plus l'être. Sujet de mise à jour aussi. Donc, quand on a un client qui a 10 000 cartes dispatchées sur le territoire international, du coup, donc sur Terre, du coup, il n'a pas envie de faire déplacer quelqu'un pour mettre à jour son système. Donc, du coup, on peut mettre en place des systèmes de mise à jour sur nos distributions. Donc, on a beaucoup bossé sur ces sujets-là. En ce moment, un sujet qui revient beaucoup, c'est tout ce qui est window management, donc interface graphique, savoir comment le système d'exploitation gère les différentes fenêtres, la composition des fenêtres, et va faire en sorte qu'une fenêtre soit par-dessus l'autre, qu'elle soit placée à tel endroit ou pas. Donc ça, c'est des sujets qui arrivent beaucoup en ce moment, dans les trois qui me sont tombés sur les bras récemment. Voilà. Après, ça peut être aussi du développement applicatif, soit interface graphique, soit un peu en mode un peu plus démon, qui va tourner sans interface graphique. Mais voilà, donc du développement application client, notamment. Voilà. Après, on fait aussi pas mal de computer vision. Donc ça va être tout ce qui est traitement vidéo. Ça peut être aussi de l'audio, notamment avec les frameworks GStreamer qu'on utilise pas mal chez nos clients. Voilà. Et l'analyse de réseau, développement d'applications réseau, voilà, en fait, toutes ces choses-là. Nous, à partir d'une carte hardware, d'achever n'importe quel projet pour le client du moment où il est spécifié, pour faire simple. Alors les projets open source qu'on a, du coup, je vous ai mis les liens en dessous. Le premier, Embedded Linux Factory. Donc ELF, c'est un outil qui nous permet de contrôler en fait nos projets Linux embarqués, comme je vous disais. On utilise Yocto. Le but là, mais Yocto utilise d'autres logiciels, d'autres sources à droite à gauche. Et le but de ce logiciel, c'est en utilisant Docker, qui est un outil qui nous permet de contrôler notre environnement dans lequel on va compiler. En fait, à partir d'un fichier, ce qu'on veut, c'est être capable de reproduire nos builds simplement et de pas à chaque fois passer 3 jours à devoir réinstaller une machine, un système, les dépendances, tout ça pour pouvoir compiler. Le but, c'est d'avoir un système qui nous aide à compiler rapidement et également dans un contexte d'intégration continue nos projets. Donc ça, c'est un projet moi que j'utilise sur tous les projets clients sur lesquels je suis. Systématiquement, je l'utilise. Voilà, j'ai quelques utilisations chez nous, mais bon, ça a un peu de mal à prendre, on n'a pas encore communiqué là-dessus. Il commence à être stable, donc je pense qu'on va pas tarder à avoir quand même rigole pas Nathanaël, il est stable. Et du coup, voilà, donc il va falloir qu'on commence à faire des versions et à communiquer dessus. Parce que je pense que ça pourrait être quelque chose d'assez utile, parce que c'est les problématiques qu'on rencontre chez tous nos clients. À chaque fois, ça réinvente la roue, mais ça la réinvente jamais de la même manière, et c'est toujours des systèmes bancals parce que on commence à le faire, mais on n'a pas le temps de le développer. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a pris le temps quand même de développer le système et d'avoir quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Deuxième sujet, c'est une web app assez générique qui nous permet en fait de gérer toute la partie authentification et accès aux ressources du système. Et en fait, donc ça c'est vraiment un cœur et qui permet après à notre client de venir développer ses pages, donc que ce soit donc principalement en C, parce que nous, nos clients font du développement web en C, il faut le savoir, ça existe. Et donc du coup, le but c'était et là encore, les clients refont tout le temps la même chose, et donc là le but c'était d'avoir quelque chose en cas de projet qu'on puisse vendre rapidement à nos clients et utiliser en tout cas pour spécifier. Donc ça, pareil, du coup, on commence à avoir une version fonctionnelle et stable, voilà, pour le cœur.
Maintenant, il faut que ça fonctionne concrètement chez les clients. Et ensuite, d'autres projets qui, eux, du coup, sont en progrès, enfin, sont en cours. Et du coup, j'ai notamment un AWS qui sont des sujets pour justement accéder à des périphériques à distance. Donc du coup, je pense que j'en reparlerai à un autre moment de ces sujets-là. De toute façon, je vais t'amener à en parler plus, mais ouais, ceux-là sont moins matures. Donc, ouais. Et le monitoring, du coup, bah, il n'est pas là pour en parler. Là, c'est vraiment le but du projet, c'est de récupérer des informations du système pour savoir s'il y a une défaillance quelque part, par exemple une consommation de RAM ou de CPU qui est anormale, s'il y a un accès réseau qui se fait qui ne devrait pas être fait. Le but c'est d'arriver à monitorer tout ça pour derrière pouvoir remonter les logs, des logs et alerter en cas de problème. Voilà. Et derrière, je vous invite à aller voir notre portfolio sur des bornes de recharge électrique, équipement radio Bird, voilà, sur des afficheurs dans les moyens de transport. Donc ça doit être un RER, je suppose, ou un tramway plutôt. Du coup, des systèmes embarqués de télématique, donc pour communiquer entre du CAN et du réseau Ethernet, GSM et tout ça. Des interfaces d'infotainment, merci Nico. Et du coup, voilà, on fait pas mal de communication CAN aussi, parce que Linux a une stack réseau assez importante. Et voilà, donc aussi dans le domaine du ferroviaire, donc on travaille dans beaucoup de domaines. On n'est pas fermé à l'automobile, on travaille partout, même sur les satellites. Et surtout, n'hésitez pas, si jamais il y a des besoins Linux, des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi sur le moindre doute, que ce soit par Teams, question rapide, ou en m'appelant. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je suis là justement pour faire l'intermédiaire, le premier point de contact qui pourra vous rediriger. Voilà, si c'est pas du Linux, c'est pas du Linux. Si c'est du Linux, je serais ravi de vous aider. Soit gagner des clients, soit dans vos problématiques, si vous êtes dans la technique et que vous avez des sujets qui sont un peu compliqués, faut pas hésiter. S'il n'y a pas d'autres questions, bonne soirée.